Je suis très touché d'être là aujourd'hui et je te remercie de m'avoir invité à parler d'Alexandre Dumas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite remarque personnelle. Au départ, je n'étais pas spécialiste d'Alexandre Dumas et j'étais plutôt spécialiste d'Alfred de Musset. Je suis spécialiste d'Alfred de Musset et en fait, je suis venu vers Alexandre Dumas par passion personnelle, parce que j'étais lecteur de Dumas, j'ai toujours adoré Dumas et j'aime de plus en plus Dumas. Et ce qui me fait plaisir et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir que l'université, aujourd'hui, accorde une place et une légitimité à Dumas dans ses approches. Il y a aujourd'hui, derrière les écrans, une dizaine de spécialistes d'Alexandre Dumas. C'est un signe fort et personnellement, je m'en réjouis. On inscrit des thèses sur Dumas. Dumas est un objet d'étude pris au sérieux. Et j'ai envie de dire, un historien pris au sérieux, est ce qu'il a toujours eu envie d'être, au fond, peut-être, mais ça, on en discutera. Alors, le titre que j'ai choisi pour la conférence d'aujourd'hui mérite un commentaire, ou deux commentaires liminaires. C'est un fait acquis, admis par l'histoire littéraire et par l'histoire culturelle, que le romantisme a non seulement érigé l'histoire en science, mais en a fait aussi sa muse, avec un M majuscule. La redécouverte de l'épopée nationale, la recherche de l'origine de la nation française à travers ses grandes figures héroïques, à travers les grands moments qui ont jalonné l'histoire de France, tout cet engouement pour l'histoire passée, eh bien, c'est à l'âge romantique qu'elle voit le jour. Le travail d'historiens comme Lacretelle, Jules Michelet, Augustin Thierry, Guizot et j'ai envie de dire Alexandre Dumas, tout ce travail a fait évoluer non seulement la méthode d'approche historique, et là c'est l'historien qui vous parle, la méthode, la méthodologie historique, mais aussi, et peut-être avant tout, le rapport du passé au présent et le rapport de l'écriture de l'histoire comme un art à part entière. La génération des écrivains nés avec le siècle, Vigny, Hugo, Dumas, Sand, Nerval, Musset, je les ai cités dans l'ordre chronologique, et évidemment je ne cite que les plus célèbres, a vécu l'histoire comme une crise collective, mais aussi comme une crise individuelle, voire familiale. Beaucoup d'entre eux, beaucoup des écrivains que je viens de citer, ont directement subi les dommages collatéraux des suites de la Révolution française ou des guerres de l'Empire. Alexandre Dumas en est la parfaite illustration. Né en 1802, il est orphelin de son père, Thomas Alexandre David La Pailletterie, en 1806. Il a alors 4 ans. Et je crois qu'il va rester toute sa vie marqué par la disparition paternelle, au point qu'on pourrait, sans faire de mauvaise psychanalyse, lire son œuvre historique comme une vaste réparation cathartique de l'humiliation subie par son père, mise à l'écart par l'empereur. Je vous rappelle qu'en 1802, Napoléon publie un arrêté qui, je cite, bannit tout officier ou soldat de couleur, même réformé, de Paris et de ses alentours. Afin de vivre à Villers-Cotterêts, qui nous accueille aujourd'hui virtuellement, eh bien, Dumas, le père d'Alexandre Dumas avait dû demander une dérogation. Alors, si j'évoque l'exemple si singulier du général Dumas, c'est qu'il appartient à l'histoire et c'est qu'il fonde en partie, je dis bien en partie, l'imaginaire de celui, Alexandre Dumas, qui se présentait comme un vulgarisateur de l'histoire nationale et dont la fiction historique continue de nous enchanter. Je voudrais donc, dans le cadre de cette conférence, évoquer la passion d'Alexandre Dumas pour l'histoire, passion partagée par ses contemporains, passion qui naît de lecture, de rencontres, d'expériences intimes transposées sur un mode fictionnel. Et pour évoquer cette passion de l'histoire, je déploierai 3 moments, 3 réflexions, si vous voulez. La première, elle sera assez biographique, puisqu'elle portera sur les années de formation et les premières rencontres d'Alexandre Dumas avec l'histoire. Dans un second temps, j'évoquerai ce qui me tient particulièrement à cœur et ce qui nous tient particulièrement à cœur, avec Anne-Marie Calais-Bianco notamment, le drame historique, le théâtre historique d'Alexandre Dumas, comme lieu d'une relecture de l'histoire, comme lieu d'une rencontre entre le public, l'histoire nationale, voire européenne. Enfin, dans un dernier moment, j'évoquerai la question de la vulgarisation historique, notamment à partir de ses romans, et du rôle de passeur que s'est assigné Dumas, à la fois dans ses romans, mais aussi dans tous les commentaires qu'il a laissés sur son rapport à l'histoire. Alors,
Tout d'abord, donc, la formation et ce qu'on pourrait appeler l'éveil au goût de l'histoire. Quand Alexandre Dumas arrive à Paris au début des années 1820, on peut dire que c'est un jeune homme à la culture très lacunaire, voire mal dégrossi encore intellectuellement. Mais sa culture n'est pas nulle, évidemment. Et surtout, il a une qualité majeure. Cette qualité, c'est d'être une éponge. C'est-à-dire qu'il s'imprègne de tout ce qu'il lit, de tout ce qu'il entend. C'est véritablement une éponge intellectuelle et c'est une de ses forces, je dirais, de créateur. Les premières fréquentations du jeune Dumas vont l'aider à s'ouvrir à la culture et en particulier à la culture historique. Mais avant de développer ce point, je voudrais vous dire quelques mots sur la situation des études historiques sous la Restauration. Alors, sous la Restauration, entre 1815 et 1830, on assiste à une véritable effloraison d'ouvrages historiques, qu'il s'agisse d'essais sérieux sur l'histoire nationale ou européenne, parmi lesquels on peut citer les ouvrages de Sismondi, qui est suisse, de François Guizot, qui publie l'année où Dumas arrive à Paris en 1823, je cite, une histoire de France du 5e au 10e siècle. Puis, en 1827, une histoire de Charles Ier, François Guizot, à qui on doit aussi un texte essentiel dans l'histoire du romantisme, sa préface au théâtre complet de Shakespeare en 1821, qui déplace la question du modèle littéraire sur un plan historique et politique. Sous la Restauration, on réédite aussi beaucoup d'ouvrages historiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle, en particulier les ouvrages du vulgarisateur, infatigable vulgarisateur, Louis-Pierre Anquetil. Et c'est aussi sous la Restauration que s'affirment d'éminentes plumes comme celle d'Augustin Thierry, qui commence à publier dans les années 1825, début des années 1820, et qu'on connaît bien pour notamment une publication en 1834, les récits des temps mérovingiens. Alors, évoquer l'effervescence des études historiques sur la Restauration occuperait tout le temps de cette conférence, mais je crois qu'il est important d'avoir à l'esprit cette émulation autour des études sérieuses d'historiens pour comprendre aussi la formation d'Alexandre Dumas, du jeune Alexandre Dumas, quand il entre dans la carrière littéraire. Quand il fait ses premiers pas, la frontière entre l'histoire et la littérature n'est pas hermétique, elle est au contraire poreuse, qu'elle soit théâtrale, romanesque ou poétique, ou épique si vous voulez, la représentation de l'histoire est parfois prise au sérieux, même quand elle apparaît dans des œuvres de fiction. Mais une nouvelle manière de s'emparer du matériau historique va traverser toute l'Europe, notamment grâce à l'influence de Walter Scott, qu'il faut obligatoirement, je crois, évoquer pour situer Dumas. Donc, le romancier écossais Walter Scott, né en 1771 et mort en 1832, est d'abord aussi un historien. Un historien, et son rôle dans la diffusion de la fiction historique à l'âge romantique est prépondérant. Son roman, l'un de ses romans, Waverley ou l'Écosse il y a 60 ans, paraît en 1814, suivi de nombreux romans, dont Ivanhoé en 1819, qui est traduit presque aussitôt par le grand traducteur français de l'époque de Walter Scott, de Faucompré. Alors, si j'évoque Ivanhoé de Walter Scott, c'est parce que ce roman va occuper une place singulière dans les débuts de la carrière de Dumas. En 1822, alors qu'il n'est que simple gratte-papier, Dumas lit Walter Scott et écrit une adaptation d'Ivanhoé. C'est une des premières pièces de Dumas qui nous soit parvenue, mais il transforme ce roman en un mélodrame en 3 actes et à grand spectacle. La forme choisie par Dumas trahit son ambition et montre déjà des envies, une appétence pour l'adaptation, la transposition de l'intrigue historique du roman vers les planches. Ce point de départ de la carrière dramatique de Dumas, fut-il un échec, puisque la pièce n'a pas été représentée, donne un peu le ton, si vous voulez, de ce que sera l'activité littéraire de Dumas pendant plusieurs décennies. Alors, revenons à la jeunesse de Dumas et à son parcours intellectuel. Dumas a la chance, c'est une chance, les rencontres dans la vie, c'est une chance, d'avoir 2 camarades qui vont un peu
l'aider et l'influencer dans sa carrière. Il s'agit d'abord de Leven, un ami qu'il rencontre en 1819, avec qui il va écrire son premier vaudeville. Et c'est un jeune homme cultivé, Leven, très intéressant, Adolphe de Leven. Et peut-être surtout son chef de bureau, Patient Espérance Lassagne. J'adore son prénom, hein. Patient Espérance. Hein, on ne peut pas rêver mieux actuellement comme prénom. Patient Espérance. Donc, ce Lassagne est un jeune homme cultivé, est un homme cultivé. Il a 10 ans de plus qu'Alexandre Dumas et il va sentir en Dumas le potentiel, si vous voulez, intellectuel. Alors, on parle souvent dans les années 1820 de Dumas à l'Arsenal, Dumas à Victor Hugo et tout ça, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que ses premières influences n'ont pas été les grands romantiques qu'on connaît, mais ses amis, ses chefs de bureau, des gens qui s'intéressaient à la littérature et avec qui il a collaboré. Dumas n'entre pas immédiatement dans le giron romantique, hein. Ses débuts littéraires sont modestes. Il débute avec 2 vaudevilles écrits en collaboration, représentés en 1825 et en 1826. Mais dans ses mémoires, alors il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre dans ses mémoires, mais on peut quand même considérer qu'Alexandre Dumas dit vrai quand il explique sa curiosité, et une curiosité intellectuelle insatiable entre 1822-23 et 1828. Il lit énormément, il va au théâtre, il hume l'air du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une éponge intellectuelle et du coup, il s'imprègne complètement des nouveautés littéraires et historiques qui paraissent dans ces années-là. Or, l'air du temps est à la fiction historique. Et je voudrais, pour corroborer ce constat, m'arrêter sur 3 exemples qui, à mon sens, ont eu une influence sur la conception d'Alexandre Dumas, la conception de l'histoire dans la fiction d'Alexandre Dumas. Ces 3 exemples sont le roman Saint-Marc de Vigny, publié en 1826, le drame Cromwell de Victor Hugo, publié en novembre 1827, et les scènes historiques de Ludovic Vitet, publié entre 1826 et 1830. Alors, Saint-Marc d'abord. Saint-Marc est un roman historique inspiré d'une conjuration qui s'est produite à la fin du règne de Louis XIII en 1642, conspiration contre le cardinal de Richelieu. Je ne raconte pas l'histoire. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que Saint-Marc est considéré comme l'un des premiers romans historiques français. Et Saint-Marc s'inspire à la fois de Walter Scott, mais surtout, ce qui est très intéressant dans Saint-Marc, c'est le roman, mais ce sont aussi les préfaces successives qu'écrit Alfred de Vigny en 1826, 1827, etc. Et dans ces préfaces, Vigny établit une distinction essentielle, celle de la vérité dans l'art, la vérité de l'art, et du régime de véridicité historique, qui sont 2 choses bien distinctes. Autrement dit, selon Vigny, le créateur romantique peut s'autoriser à modifier les faits au nom de valeurs plus grandes. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs plus grandes? Ça, on pourra en discuter. Au nom de valeurs plus grandes ou plus hautes que la véracité des faits, au nom d'une philosophie de l'histoire. L'idée selon laquelle la littérature peut s'emparer de l'histoire nationale pour en extraire une signification autre que purement événementielle, va marquer, à mon avis, durablement le jeune Dumas. Dans sa propre conception du drame et du roman historique, Dumas se situe dans le sillage de la réflexion de Vigny. Alors évidemment avec des différences, avec une approche qui n'est pas tout à fait la même, mais je crois qu'il y aurait ici à creuser une étude sur l'influence que les préfaces de Saint-Marc ont pu avoir sur la représentation de l'histoire par Alexandre Dumas. Et notamment, si on confronte la préface de Catherine Howard, qui est un drame de 1834, aux préfaces de Saint-Marc, eh bien, je trouve que c'est tout à fait éclairant et tout à fait passionnant. Seconde œuvre que Dumas a connue, c'est Cromwell. Cromwell illustre dans le domaine du théâtre toutes les virtualités du nouveau genre, du genre moderne, le drame qu'on appelle romantique. La pièce que publie Hugo en 1827 n'est pas destinée à la représentation et elle est restée célèbre pour nous pour sa préface qui pose les principes poétiques et théoriques du drame. Or, on a tendance à oublier la pièce au profit de la préface, mais je trouve, moi, la pièce tout à fait passionnante si on la lit dans une perspective dumasienne. En effet, l'intérêt du Cromwell de Victor Hugo,
c'est de représenter une crise politique majeure, celle de la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, à laquelle, il y a quelques années, nous avions consacré un colloque à Rouen avec mon collègue Tony Gerhardt et Claire Grafeuil-Gerhardt. Donc, la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, qui voit la destitution et la mise à mort de Charles Ier, sujet que reprendra plus tard Alexandre Dumas, et l'instauration d'un nouveau régime politique avec Cromwell. Donc, Cromwell est intéressant dans une perspective dumasienne parce que le drame met en scène le régicide. Or, le régicide est un sujet brûlant pour les Français de 1827. La question du régicide, elle est dans tous les esprits. Pourquoi elle est dans tous les esprits? Pas seulement parce que Louis XVI a été décapité, mais parce que la Restauration a instauré un rituel de mémoire, un rituel de commémoration tout à fait important, constant, et notamment sous le régime de Louis XVIII, pour célébrer la mémoire de Louis XVI, pour en faire à la fois un martyr, une victime collective. Donc, si vous voulez, il faut toujours essayer de se replacer dans l'époque pour voir l'effet produit par les œuvres. Et quand on lit Cromwell en 1827, ou quand on lit Henri III et sa cour en 1829, ou qu'on va voir Henri III et sa cour en 1829, il faut penser à ce que ça peut représenter pour les gens de l'époque. Les gens de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la basilique Saint-Denis complètement recouverte d'un catafalque noir pour célébrer, pour commémorer la mort de Louis XVI. Donc, comme l'a montré très bien Emmanuel Furex dans son essai sur la commémoration funèbre au XIXe siècle, eh bien, les Français vivent dans cette commémoration constante. Donc, montrer une pièce, enfin, écrire une pièce qui évoque le régicide, c'est s'interroger sur une actualité contemporaine, si vous voulez. Donc ça, c'est aussi essentiel, car la question du régicide, la question du roi, qu'a étudié notamment Sophie Menzel, cette question du roi, elle sera centrale dans toute l'œuvre historique d'Alexandre Dumas, qu'il s'agisse de son théâtre ou de ses romans. Troisième exemple sur lequel je m'arrêterai rapidement, les scènes historiques. Alors, qu'est-ce que sont les scènes historiques? C'est un genre un petit peu oublié. C'est un genre qui voit le jour à la fin du XVIIIe siècle, mais qui s'épanouit surtout sous la Restauration. C'est un genre de dialogue qui raconte l'histoire de France, mais qui raconte l'histoire de France de la manière la plus sérieuse possible, en tenant compte de la véracité des événements. Ce n'est pas de la fiction, ou le moins possible, si vous voulez. Et le meilleur représentant des scènes historiques, c'est Ludovic Vitet, qui était lui-même historien et qui s'est proposé de raconter le règne d'Henri III, notamment, sous la forme de scènes historiques. Alexandre Dumas avouera plus tard, dans la préface d'Henri III et sa cour, qui s'appelle Un mot, il y a plus qu'un mot, quand Alexandre Dumas dit un mot, c'est qu'il y en a 1000, dans Un mot, il explique que l'une de ses sources, c'est effectivement les scènes historiques de Ludovic Vitet. Donc, à la veille de devenir célèbre, en 1827, Alexandre Dumas baigne dans une atmosphère propice à éveiller et à développer son imaginaire historique. Et j'ai envie de dire, le goût du jour est à l'histoire. Donc, rien de plus logique qu'un jeune auteur s'engouffre dans cette voie prometteuse. Alors, entre sa rencontre, son arrivée à Paris en 1823, sa rencontre avec Talma en 1822 et sa première tentative à la Comédie Française en 1828, la représentation de l'histoire a changé pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison, j'ai envie de dire, événementielle. Après des débuts difficiles, les troupes anglaises se sont désormais bien implantées à Paris. Alors, les comédiens anglais sont venus à plusieurs reprises à Paris dans les années 1820, en 1822, en 1825 et en 1827. Alors, les deux premières fois, ça a été catastrophique. Les Français ne voulaient pas d'anglais pour des raisons d'anglophobie liées au contexte politique, la mort de Napoléon en 1821, etc. Bref, mais en 1827, on découvre Shakespeare joué par les Anglais, on redécouvre Shakespeare joué par les Anglais, et c'est une révélation, c'est un choc esthétique. Mais pas seulement un choc esthétique parce que les Anglais ne jouent pas comme les Français, mais parce que c'est une façon de représenter l'histoire qui est tout à fait neuve, avec des personnages qui incarnent les figures historiques. Et pour Alexandre Dumas, c'est une prise de conscience. Voilà ce qu'il écrit dans mes mémoires. À partir de cette heure seulement, j'avais une idée du théâtre et de tous ces débris des choses passées que la secousse reçue venait de faire dans mon esprit. Je comprenais la possibilité de construire un monde. Construire un monde.
C'était la première fois que je voyais au théâtre des passions réelles, animant des hommes et des femmes en chair et en os. Dumas a dès lors intégré Shakespeare à son paysage mental et le dramaturge anglais lui apparaît comme un modèle. Pas seulement Shakespeare, pas seulement les grands modèles littéraires. On pourrait aussi citer Goethe, que traduit Gérard de Nerval en 1829, etc., mais aussi les modèles plus populaires, comme le mélodrame. Par exemple, en 1828, Victor Ducange, l'un des plus célèbres mélodramaturges de son temps, donne une adaptation réussie de La fiancée de la mer mort de Walter Scott. Donc, le roman historique se diffuse aussi sur les scènes populaires. Il ne faut pas croire que c'est réservé à une intelligentsia. Ce phénomène est global, si vous voulez. Le genre du mélodrame, cher à Pixerécourt, a lui aussi évolué. Le mélodrame s'approprie aussi l'histoire et il se l'approprie notamment à travers un personnage récurrent du mélodrame, c'est le bourreau. Le bourreau, c'est une figure historique. On trouve des bourreaux partout, à partir de 1827-1828, sur les scènes parisiennes et notamment sur les scènes du boulevard. Or, le bourreau, dans l'imaginaire de l'époque, c'est Samson, c'est celui qui a décapité Louis XVI. Donc, vous voyez, il y a une espèce de rencontre entre un fantasme historique et une réalité théâtrale. Et Alexandre Dumas baigne dans tout cela. En somme, le contexte dans lequel Dumas soumet sa première tragédie historique, sérieuse, j'ai envie de dire, Christine à Fontainebleau à la Comédie Française, ce contexte témoigne d'un changement dans les mœurs et dans la représentation de l'histoire. Alors, quelques mots sur Christine, qui est une pièce intéressante. Christine témoigne d'une double assimilation moderne et classique. Le schéma psychologique de la pièce reste classique, à mon sens. La souveraine doit condamner son amant pour trahison et sacrifier sa passion à la raison d'État. C'est très cornélien, si l'on veut. Dumas dira de cette pièce que c'est une simple pièce romantique par la forme, mais classique par le fond. Et Christine présente en effet un système agonistique, un système de conflit qui repose sur le dilemme traditionnel entre la passion et la politique. Dumas ne prétend donc pas révolutionner la représentation de l'histoire à la Comédie Française, mais proposer à la première scène française une œuvre dont l'apparence classique n'exclut pas une manière très personnelle de traiter les passions romantiques. Christine à Fontainebleau comporte des vers et des situations assez osées. Dumas associe en effet les ressorts spectaculaires du dilemme, de la catastrophe, mais tout en insufflant une énergie romantique, et notamment à la reine Christine, qui est un personnage historique. Bon, la pièce, je vous épargne les détails de l'histoire de Christine. Vous lirez, j'espère, sous peu le premier volume du théâtre complet d'Alexandre Dumas qui paraîtra chez Garnier, j'espère cette année, depuis le temps qu'on travaille à ce projet. Et vous verrez toutes les circonstances rocambolesques de cette pièce qui finalement ne sera jouée que 2 ans plus tard. Enfin, toujours est-il que la pièce est acceptée, puis elle est mise en stand-by parce qu'un autre a écrit une autre Christine, enfin un vieil auteur, etc. Bref, Dumas passe au second plan et sa pièce n'est pas jouée. Alors, j'ai envie de dire peut-être que cet échec de sa première tragédie historique a été salutaire parce que Dumas, à ce moment-là, va avoir une sorte de rebond immédiat et il va penser à 2 pièces. Il pense à 2 pièces historiques. La première, c'est Édith aux longs cheveux, dont il trouve le sujet dans l'histoire de l'Angleterre de Hume. Donc ça, c'est intéressant et je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Dumas lit les historiens et c'est chez les historiens qu'il trouve une idée, un déclic, une situation à partir de laquelle son imagination va travailler, va reconfigurer les choses. Donc, il trouve ce sujet dans l'histoire d'Angleterre de Hume, mais peut-être aussi, et ça c'est encore plus intéressant à mon sens, dans un tableau d'Horace Vernet exposé au Salon de 1827, Édith aux longs cheveux cherchant le corps d'Harold sur le champ de bataille d'Hastings. Alors, il faudrait consacrer une conférence complète au rapport entre Dumas et la peinture, et il est évident, à mon sens, alors c'était le cas pour Christine, puisqu'il avait trouvé son inspiration dans une sculpture de Félicité de Fauveau, un bas-relief, et puis
Pareil pour Édith, il y a chez Dumas une imagination picturale. Et cette imagination picturale, elle est transposable scéniquement, et j'ai envie de dire, elle est transposable aussi dans le roman. Donc, une double source, une source sérieuse, j'ai envie de dire, avérée, scientifique, celle de Hume, et une source artistique, picturale, celle d'Horace Vernet. Alors, contrairement à ce qu'il affirme dans mes mémoires, cette pièce est restée à l'état d'ébauche. Et à ma connaissance, elle n'a pas été soumise au comité de la Comédie Française, mais néanmoins, elle servira de canevas à une pièce ultérieure qui est Catherine Howard, jouée en 1834. Le second projet, et ça, on est au cœur du problème, si j'ose dire, le second projet, c'est un drame historique en prose, inspiré du journal de Pierre de l'Étoile, contemporain des guerres de religion et des premières guerres de religion, qu'il découvre grâce à la biographie universelle de Michaud. Alors, cette biographie universelle de Michaud, c'est le quid de l'époque. C'est une véritable somme. On trouve des articles sur tous les personnages historiques français, etc. Et Dumas feuillette cette encyclopédie et découvre comme ça un épisode qu'il va aller lire dans le journal de Pierre de l'Étoile. C'est très intéressant de voir ici comment les sources historiques circulent. Un article, les mémoires, l'écriture. On voit que ça passe d'une forme à l'autre pour aboutir à l'écriture du drame. Et Dumas va trouver la source d'Henri III et sa cour dans cette double lecture historique. Alors, Henri III et sa cour est représenté à la Comédie Française le 10 février 1829. Je ne vous raconte pas l'histoire de la pièce, elle est bien, enfin l'histoire du texte et l'histoire des répétitions, elle est bien connue. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi Henri III et sa cour est une pièce audacieuse, intéressante de ce point de vue-là. D'abord, la pièce, elle est écrite en prose, genre habituellement réservé au mélodrame ou à la comédie. Ces personnages, les personnages d'Henri III et sa cour, correspondent à peu près à la grille des emplois de la Comédie Française. Vous savez qu'à l'époque, il y a Jacqueline qui est là, elle pourra vous en parler, les comédiens de la Comédie Française jouent leur emploi. Si vous êtes engagé comme jeune première, comme Mademoiselle Mars, vous jouez des jeunes premières jusqu'à la fin de votre vie, même si vous avez 75 ans, vous jouez le rôle d'une jeune fille de 20 ans, c'est comme ça. Donc, c'est agréable d'ailleurs, je trouve. Les comédiens de la pièce de Dumas correspond grosso modo aux emplois de la Comédie Française, sauf certains protagonistes, notamment le duc de Guise, qui est l'un des principaux personnages de la pièce, qui est à la fois inspiré d'un grand seigneur, du rôle de grand seigneur, des rôles à costume, à manteau, mais aussi des traîtres de mélodrame qui persécutent leurs victimes jusqu'à les faire souffrir, jusqu'à les tuer. Alors, s'ajoute à cette ambivalence, j'ai envie de dire, des emplois, un traitement absolument magnifique de l'image, puisque les décors sont confiés à Cicéry, qui est alors le décorateur le plus connu de l'époque, et qui propose 5 décors magnifiques avec des costumes somptueux. On vient voir Henri III et sa cour pour l'image, pas seulement pour l'histoire, mais pour aussi la représentation figurée de l'histoire grâce aux costumes et aux décors. Alors, l'intrigue d'Henri III et sa cour, je vous la rappelle pour ceux qui n'ont pas lu la pièce ou qui ne s'en rappellent plus, elle se noue autour d'amours impossibles en temps de crise politique. Saint-Mégrin et la duchesse de Guise s'aiment secrètement. Or, la duchesse de Guise, comme son nom l'indique, c'est la femme du duc de Guise. Ce n'est pas très bonne idée d'être l'amant de la duchesse de Guise, je trouve. Mais bon. Or, Saint-Mégrin est l'un des mignons du roi, Henri III. Et donc, il y a un problème, il y a un gros conflit d'intérêts ici. Tous les deux, Saint-Mégrin et la duchesse de Guise, incarnent sur le plan individuel la violence des clivages, des guerres civiles et des clans à l'intérieur du royaume. Au terme de nombreuses péripéties avec des coups de théâtre, des effets de manche, des retours spectaculaires, le jeune homme, Saint-Mégrin, est assassiné par le mari jaloux, par le duc de Guise, en un acte de cruauté tout à fait saisissant que Dumas peint comme la première étape vers le régicide. Et on y revient. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire les 2 dernières répliques de la pièce. Donc, je vous donne la situation. Le duc de Guise fait assassiner Saint-Mégrin hors scène. Il
il y a une sorte de respect des bienséances, on ne voit pas le cadavre, on ne voit pas la mort en direct, il est assassiné par ses sbires dans la rue. Donc, se trouvent dans la même pièce le duc de Guise et la duchesse de Guise. Voilà ce que dit le duc de Guise. Eh bien, serre-lui la gorge avec ce mouchoir, la mort lui sera plus douce, il est aux armes de la duchesse de Guise. Donc un duc de Guise particulièrement sadique. Hein. La duchesse de Guise, je vais essayer de vous faire la duchesse de Guise. Ah, elle tombe, elle s'évanouit de douleur, elle s'évanouit de chagrin, de désespoir. Et là, le duc de Guise, après avoir regardé un instant dans la rue, donc on imagine un jeu de scène, il va vers la fenêtre et regarde dans la rue, c'est ce qu'on appelle le procédé de la théicoscopie, c'est raconter ce qui se passe dehors pour que le public le comprenne. Donc le duc de Guise, après avoir regardé un instant dans la rue, bien. Et maintenant que nous en avons fini avec le valet, occupons-nous du maître. Point final, rideau. C'est très fort hein, comme dénouement, un dénouement pathétique, terrible, d'une cruauté hors du commun, évidemment qui n'est absolument pas conforme à l'histoire, mais enfin qui laisse planer l'ombre du régicide sur Henri III, qui sera assassiné par le moine Jacques Clément en 1589. Alors, l'originalité du drame réside dans l'intrication des intrigues et dans le subtil emploi du matériau historique. Sa réussite tient à l'équilibre entre la part de vérité historique et la puissante imagination scénique, visuelle d'Alexandre Dumas. Les agissements secrets de Catherine de Médicis et les intrigues de la cour parasitent constamment l'histoire d'amour. Le titre de la pièce, Henri III et sa cour, suggère que le roi n'est jamais seul, mais doit composer constamment avec son entourage, avec sa mère, avec la Ligue, et éventuellement déjouer d'éventuels complots. Or, ce qui est très intéressant et ce qui est très intelligent de la part d'Alexandre Dumas et ce que la critique de l'époque a repéré, c'est que l'action se déroule en juillet 1578. Vous allez me dire, juillet 1578, c'est pas la Saint-Barthélemy, c'est pas voilà, qu'est-ce qui se passe en juillet 1578? Eh bien, c'est la période, une période qui est choisie pour son instabilité. En effet, durant cette période plane la menace d'un assassinat politique. Pourquoi? Parce que l'action se déroule dans le sillage de ce qu'on a appelé le duel des mignons, survenu en avril 1578, qui oppose différents favoris du roi et déstabilise le royaume, voire la personne du roi. D'ailleurs, c'est ce duel des mignons qui fournira à Dumas l'un des derniers chapitres de La Dame de Montsoreau. Donc, quand le duc de Guise dit « Eh bien, maintenant, occupons-nous du maître », c'est cohérent historiquement, c'est cohérent par rapport à cette atmosphère de dangerosité qui plane au-dessus de la tête d'Henri III. Alors, présenté comme un drame historique, Henri III a été perçu par les contemporains comme une pièce moderne. Moderne pourquoi? Parce qu'elle montre un personnage, Saint-Mégrin, broyé par l'histoire. La puissance occulte des uns, Catherine de Médicis, qu'on voit avec son astrologue, etc., le dispute à l'influence clanique des autres, les Guises, tandis que le pouvoir officiel est défaillant, bien que le Henri III d'Alexandre Dumas ne soit pas un personnage totalement négatif ou caricatural, avec son côté superstitieux ou efféminé, tout ce que vous voulez. Henri III est un personnage intéressant et complexe dans Henri III et sa cour. En revanche, il faut bien dire que Alexandre Dumas, à partir d'Henri III et sa cour, a contribué à forger la légende noire de Catherine de Médicis et du duc de Guise. Si on aime assez peu le duc de Guise en général dans les fictions et on ne prend jamais son parti, hein, ou celui de Catherine de Médicis qui paraît comme une empoisonneuse, une sorcière, etc., c'est en grande partie à cause d'Alexandre Dumas qui a construit autour de ces personnages une légende noire. Il a été démontré par des historiens, heureusement, que Catherine de Médicis n'était pas du tout une femme cruelle, machiavélique, comme elle a été montrée par Dumas, mais une très habile politique et qu'elle a tenté diplomatiquement d'arranger les choses à bien des reprises. Mais vous remarquerez que c'est difficile de casser cette image de Catherine de Médicis, encore aujourd'hui. Hein. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, quand la télévision avait fait une série sur Catherine de Médicis, c'était Alice Sapritch qui avait joué le rôle. Hein. Et ça dit des choses de notre imaginaire et de notre représentation du personnage. Et ça, on le doit, à mon avis, en grande partie à Alexandre Dumas.
Alors, je vois que l'heure tourne et je n'ai pas du tout fini ce que j'ai envie de vous dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir d'Henri III et sa cour, Alexandre Dumas va s'imposer vraiment comme le maître de l'histoire en scène. Même si Victor Hugo, lui aussi, ça donne au drame historique Marion Delorme, Le Roi s'amuse, Marie Tudor, Lucrèce Borgia, Hernani sont des drames historiques qui se fondent, qui mettent en scène des personnages historiques. Mais Dumas, lui, a un objectif. Et cet objectif, il le formule de la manière suivante. Ressusciter des hommes et rebâtir un siècle. Alors, à la veille de cette décennie 1830, Dumas pose les grands principes de son théâtre historique. L'histoire est centrale et sa représentation est constamment sublimée par l'imagination de l'auteur. Il faut effectivement donner au public un monde qu'il croit connaître, mais en le revisitant. C'est toute la gageure de son œuvre historique. Donc, Alexandre Dumas a aussi une approche que je qualifierais de novatrice dans la mesure où il va écrire des drames en prose. Hein. Même s'il écrit aussi des pièces en vers, hein, je dirais que ces pièces en vers sont quand même moins réussies peut-être que ces drames en prose, mais on peut en discuter. Eh bien, il répond à un souhait que Stendhal avait formulé en 1825 dans Racine et Shakespeare. Ce souhait, c'était de passionner le public avec, je cite, une tragédie nationale en prose, qui puise dans l'histoire de France ses intrigues, alliant qualité de la langue et intérêt de l'action. Voilà. En 1820, si on remonte un petit peu dans le temps, un écrivain, un dramaturge néoclassique qui s'appelle Viennet, proposait un drame qui s'intitule Clovis, donc consacré au personnage de Clovis, et dans la préface de ce drame, il écrivait la chose suivante. Je vous lis ce petit morceau de préface. L'histoire nationale fut dédaignée par ces deux maîtres de la scène française. Les deux maîtres de la scène française, c'est Racine et Corneille. Mais avant, comme après eux, nos poètes ont puisé à cette source, et nos drames nationaux remontent même jusqu'au mystère. Nos vieux manuscrits en renferment un fort édifiant de Sainte Bathilde, femme de Clovis, qui a fait cuire les jambes à ses deux fils. Le baptême de Clovis, à la requête de Clotilde, et l'envoi de la Sainte Ampoule y sont également le sujet d'une moralité. Et là, c'est là que ça devient intéressant. L'agitation des partis, sous le règne trop court de Henri le Grand, c'est-à-dire Henri IV, fit naître quelques tragédies de circonstances. Gaspard de Coligny, le duc et le cardinal de Guise furent reproduits sur le théâtre peu de temps après leur mort, et l'auguste victime de Ravaillac y fut exposé à la vénération d'un peuple que le fanatisme venait de priver de son père. Donc ce que dit Viennet, c'est que non seulement il faut s'approprier l'histoire et qu'il y a des sujets intéressants, Gaspard de Coligny, Ravaillac, etc. C'est ce que fera Alfred de Vigny dans La Maréchale d'Ancre en 1831 par exemple, mais aussi le théâtre peut raconter l'histoire contemporaine et s'approprier l'histoire contemporaine. Alors, à partir de l'immense succès qu'il rencontre avec ses drames historiques, Dumas, j'ai envie de dire, va développer cet aspect de sa créativité. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas avec le triomphe des Trois Mousquetaires en 1844 que débute véritablement la réflexion sur le roman historique chez Dumas. Bien avant, dès 1833, j'ai envie de dire, Dumas essaye de s'imposer non seulement comme un écrivain de fiction historique, mais comme un historien. Et je vous renvoie à la lecture d'un essai passionnant qu'a édité très récemment, enfin assez récemment, Julie Anselmini, Gaulle et France. Gaulle et France, c'est un essai publié en 1833. Alors, c'est un essai assez surprenant dans son contenu, qui trahit les idées déjà libérales d'Alexandre Dumas, mais aussi qui le positionne en tant qu'historien. Et je crois que Gaulle et France est un texte matriciel qui à la fois légitime le choix de Dumas de traiter l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, mais qui légitime aussi tout le roman historique qui va faire son succès à partir des années 1840. Et si on veut être plus précis, le premier roman historique, un des premiers romans historiques de Dumas, c'est La Comtesse de Salisbury, qui paraît en 1836 dans la presse et qui est l'un des premiers romans feuilletons avec la vieille fille de Balzac. Et d'ailleurs,
Alexandre Dumas ne manquera pas de dire qu'il a été le premier à écrire un roman feuilleton pour s'arroger ce privilège ou cette primauté. Donc, à partir, néanmoins, on va dire quand même à partir du milieu des années 1840, Alexandre Dumas s'impose comme le premier des vulgarisateurs de l'histoire de France. Statut de vulgarisateur qu'il revendique et qu'il brandit face à la postérité. Or, comme je l'ai déjà dit dans d'autres travaux, il est intéressant, je trouve, de reprendre le programme historique des romans de Dumas en replaçant les différentes intrigues dans l'ordre chronologique, même si Dumas ne commence pas par l'Antiquité pour s'arrêter au Comte de Monte Cristo. On sait très bien que les publications se chevauchent. Alors, s'il a pu évoquer ou imiter certains récits historiques du Moyen-Âge, la saga historique de Dumas commence véritablement pour moi à l'époque moderne, et ce, même s'il a écrit des romans sur l'Antiquité, etc. Époque moderne et plus précisément le XVIe siècle, donc à une époque où l'État se centralise, où on a une réflexion politique sur la centralisation du pouvoir. Je dirais que j'ai envie de dire, alors peut-être mes collègues pourront discuter avec moi de cette proposition, l'histoire de Dumas commence avec la mort accidentelle d'Henri II. Suivi par la régence de Catherine de Médicis, le règne désastreux de ses trois fils, désastreux, au moins pour François II et pour Charles IX, les derniers Valois. Cet épisode de l'histoire de France correspond à trois romans que vous connaissez, La Reine Margot, La Dame de Montsoreau et Les 45. Les cycles historiques, écrits entre 1842 et 1869, couvrent environ 250 ans d'histoire. Donc, la trilogie des Valois, que je viens d'évoquer, 1572-1589, la trilogie des Mousquetaires, 1625-1666, donc le milieu du XVIIe siècle, les Mémoires d'un médecin, de la fin du règne de Louis XV à la Révolution française, et la trilogie de Saint-Hermine, après la Révolution française jusqu'à l'Empire. Le point commun de ces cycles, outre qu'ils ont été écrits en collaboration, et je ne m'intéresserai pas à cette question-là aujourd'hui, donc sont parus en feuilleton. Mais leur point commun, c'est qu'ils s'enracinent tous dans les crises majeures de la France moderne et contemporaine, qu'ils montrent à chaque fois la fin d'un système emporté par de violents conflits civils. Les guerres de religion, la Fronde, la Révolution française et la fin de la monarchie, les guerres civiles qui suivent la terreur. Bon, à l'intérieur de ces grands événements, certains faits sont saillants qui donnent du relief à la représentation de l'histoire nationale. Et c'est ce que choisit Alexandre Dumas. Les crimes, les assassinats, individuels et collectifs. Si l'on s'en tient à ces grands cycles et aux périodes qu'ils couvrent, deux constats doivent venir à l'esprit. Tout d'abord, premier constat, il y a des lacunes dans l'histoire de France d'Alexandre Dumas, mais à mon avis, des lacunes volontaires. Et je trouve, c'est une idée, je lance une idée de colloque avec mes collègues, quels sont les moments de l'histoire qu'Alexandre Dumas n'a pas traités et pourquoi? Alors, des lacunes qui sont parfois couvertes par un certain nombre de romans écrits séparément. Vous regarderez, mais il y a plein de romans, par exemple, actés, ou des romans qui se passent au Moyen-Âge, etc., qui couvrent partiellement ce que n'a pas raconté Alexandre Dumas dans ses grands cycles. Deuxième constat, et ce qui est à mon avis fondamental, la vision que Dumas donne de l'histoire est conforme à la représentation romantique du passé. Une histoire violente, une succession de crises qui entraînent avec elle des groupes entiers de populations. Alors là, je voudrais m'arrêter sur un point précis. Alexandre Dumas donne à relire l'histoire passée à coup de sensations fortes, de moments forts. Mais comme l'a très bien dit ma collègue et amie Anne-Marie Calais-Bianco, Alexandre Dumas ne s'est intéressé que tardivement au peuple en tant qu'entité dans son œuvre romanesque ou théâtrale. Au fond, Alexandre Dumas traite davantage des grands, des seigneurs, des puissants, des rois, des reines, mais le peuple n'apparaît que tardivement. En revanche, on oublie peut-être qu'Alexandre Dumas fut aussi un historien du XIXe siècle, et pas seulement un historien du passé, un historien du présent. Alors,
On pourrait citer Antony, 1831, le drame Antony, qui est un drame en habit noir, qui est une réflexion sociologique sur la situation de la jeunesse française à la fin de la Restauration, au début de la monarchie de Juillet. Mais on peut aussi relire le Comte de Monte Cristo comme le plus grand roman historique sur le 19e siècle. Alors, c'est tout ce que vous voulez, c'est un road movie, c'est une histoire de vengeance, c'est une revenge play, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est, pour moi, avant tout, un magnifique roman historique. L'intrigue, je vous le rappelle, s'enracine dans cet épisode trouble que constituent les 100 jours, et c'est le lien entre l'épisode historique et la vie d'un individu, d'un pauvre garçon lambda, Edmond Dantès, qui précipite son destin et qui fait faire de lui la victime d'une injustice qui le conduit dans les geôles de la Restauration. Il y a un tour de force dans le Comte de Monte Cristo qui consiste à occulter 15 ans de régime politique, puisque l'enfermement d'Edmond Dantès pendant 14 ans correspond à peu près à la Restauration. Donc, il y a, à mon avis, dans ce geste, dans cette volonté narrative, un geste politique de la part politique et symbolique de la part d'Alexandre Dumas. Je crois aussi que cette représentation de l'histoire contemporaine, de l'histoire du 19e siècle, à travers, au fond, des figures haïssables ou admirables, elle correspond aussi à un besoin d'héroïsme dans le monde contemporain, qu'Alexandre Dumas ne trouve pas. Et c'est la raison pour laquelle Edmond Dantès me paraît à cet égard un héros historique bien ambivalent. Bien ambivalent. Alors, certes, le projet d'Alexandre Dumas consiste à divertir son lecteur, à l'entraîner, à le faire voyager, mais je dirais que le pacte de lecture qu'il instaure avec son lecteur est double pour Monte Cristo et pour ses romans historiques. S'approprier l'histoire nationale, fût-ce en inventant, en brodant, en braquant les projecteurs sur une figure de seconde zone ou sur un personnage qui n'a pas existé ou sur un nom dont il fait un héros, d'une part, et d'autre part, instiller une réflexion politique sur l'histoire passée, sur le présent. D'ailleurs, si l'on observe l'organisation temporelle de son œuvre historique, on voit comment Dumas part de très loin de la Renaissance pour remonter jusqu'au temps de sa naissance, jusqu'au temps de la destitution paternelle que j'évoquais au début de mon propos. Il faut donc se garder de taxer de dilettantisme ou d'amateurisme la fiction historique de Dumas. Elle présente à mes yeux une double cohérence, une cohérence interne. Il y a une propre progression, une propre vision, il y a quelque chose qui avance dans la représentation de l'histoire, et une cohérence externe qui fait que les romans d'Alexandre Dumas entrent en résonance avec toutes les préoccupations des hommes de son siècle. Cette cohérence, Jules Michelet l'avait comprise, et Jules Michelet, qui avait complimenté Alexandre Dumas, c'était pour Dumas la consécration suprême, c'était pour lui avoir eu une reconnaissance d'historien. Et grâce à Claude Chope, on a une correspondance entre Alexandre Dumas et Jules Michelet. Et voilà, je voudrais vous lire une lettre que Dumas adresse en 1869 au directeur du journal Le Pays, et où il explique, alors c'est vraiment à la fin de sa vie, hein, c'est aux portes de sa disparition, il explique ce qu'est pour lui le travail d'historien et comment il envisage l'histoire. Voilà ce qu'il écrit. Il y a deux manières d'écrire l'histoire. Une ad narrandum, c'est-à-dire pour raconter, comme Monsieur Thiers. L'autre ad probandum, c'est-à-dire pour prouver, comme Michelet. Cette dernière façon nous paraît la meilleure, et voici pourquoi. La première consulte les pièces officielles, le moniteur, les journaux, les lettres et les actes déposés aux archives, c'est-à-dire les événements écrits par ceux-là qui les accomplissent et par conséquent presque toujours défigurés à leur profit. C'est par exemple Napoléon revoyant sa vie à Sainte-Hélène et l'arrangeant pour la postérité. J'ai vu entre les mains de M. de Montholon l'original du billet annonçant à Hudson Law la mort de Napoléon. Il était en 3 endroits corrigé de la main de Napoléon lui-même. Ainsi, Napoléon, en mourant, s'arrangeait une mort napoléonienne. Cette manière, à notre avis, n'est point la vérité, mais la paraphrase de cette maxime de M. de Talleyrand, citation, « La parole nous a été donnée pour déguiser nos pensées ». La seconde manière est tout autre.
Elle établit la ligne chronologique des événements, c'est-à-dire des faits incontestables, puis elle cherche la cause et le résultat de ces événements dans les mémoires contemporains. Enfin, elle en tire une déduction que ne peuvent établir ceux qui écrivent pour raconter seulement, mais dont se servent victorieusement ceux qui écrivent pour prouver. Ainsi, par exemple, l'histoire ad narrandum, l'histoire qui raconte, dira: l'unité de l'Italie s'est faite sous la haute protection de Napoléon III. Et l'histoire ad probandum dira: l'unité de l'Italie s'est faite malgré l'opposition de Napoléon III, qui adopta comme un fait accompli la conquête de la Sicile, mais fit défendre à Garibaldi d'enjamber le détroit de Messine, et les grands-ducs de Toscane et autres tombèrent malgré l'appui que leur donnait par ordre M. Walewski, notre consul à Livourne, qui, pour n'avoir pas réussi, fut renvoyé en Amérique. C'est en suivant cette méthode, c'est en entrant dans les petits détails que j'ai écrit 400 volumes de romans historiques plus vrais que l'histoire. Alors, ils se vantent un peu, 400, c'est beaucoup. Bon, conclusion. Je voudrais revenir sur cette formule que j'aime beaucoup et sur laquelle je médite souvent. Lamartine est un rêveur, Hugo est un penseur, et moi je suis un vulgarisateur. C'est ce qu'écrivait Alexandre Dumas. Bon, moi je trouve que Alexandre Dumas est aussi un penseur, est aussi un rêveur. Mais bon, laissons-lui la vulgarisation. Vulgariser, vous savez que c'est un mot qui a mauvaise presse dans la critique littéraire. La vulgarisation, c'est souvent synonyme de seconde main, de mauvaise écriture, etc. Or, je pense que si on entend vulgariser comme l'entendaient les hommes de la Renaissance, eh bien, Alexandre Dumas est héritier des hommes de la Renaissance et des Lumières. Il est lui-même animé d'une insatiable curiosité historique et d'un désir de partager le savoir qui trouve son accomplissement dans la transmission théâtrale et romanesque. Pour comprendre le rapport de Dumas à l'histoire, alors je vais peut-être vous surprendre, mais c'est peut-être vers Chateaubriand qu'il faut se tourner. Il faut revenir à Chateaubriand. Il faut toujours revenir à Chateaubriand à un moment ou à un autre, quand on est 19e. Je vous rappelle que la parution des mémoires d'un médecin est parallèle à la parution des mémoires d'outre-tombe dans la presse. Tous les deux, Chateaubriand et Dumas, montrent comment la Révolution et la Terreur ont contraint l'homme du 19e siècle à refonder son rapport individuel et collectif à l'histoire. Et tous les deux témoignent, à partir d'une expérience familiale traumatisante, que l'écriture de l'histoire n'est pas seulement une manière de passionner les foules, mais c'est aussi une mission pédagogique et civilisatrice. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvain. Alors, je vous invite à vous manifester, à poser vos questions. Alors, Isabelle Safa, tu as levé la main? Ah non, pardon, tu applaudis. Excuse-moi. Mais je suis très favorable. Enfin, merci évidemment Sylvain pour tout. Je suis très favorable au colloque sur les événements historiques qu'il a choisi de ne pas représenter. Intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'événements dans lesquels il aurait pu s'engouffrer et qu'il n'a pas. La mort du duc de Guise, l'assassinat du duc de Guise quand même. Par exemple. Alors il l'évoque, mais il ne le raconte pas. Ben non. Est-ce que vous avez des questions? Comment on fait? Non, je sais pas. Anne-Marie, si je t'entends Anne-Marie, j'ai reconnu. Ah d'accord. Justement, je rebondis sur cette histoire du duc de Guise, l'assassinat du duc de Guise. Tu as dit que la fin d'Henri III était imprégnée pour les spectateurs de la référence à l'assassinat d'Henri III. Mais Non. moi, je me demande si ils pensent pas davantage à l'assassinat du duc de Guise et s'ils n'établissent pas une sorte de mécanisme d'arroseur arrosé, quoi, Guise qui fomente un assassinat, mais qui sera assassiné avant d'avoir pu mener à bien son projet. Oui, alors je pense que le public cultivé qui connaît l'histoire, effectivement, peut se dire que le méchant va être puni. Bah oui. Or, le méchant, c'est le duc de Guise. Or, dans toute bonne partition manichéenne, le duc de Guise va être puni. Enfin, dernier mot du duc de Guise, c'est occupons-nous du maître. Voilà. Et Henri III sera quand même assassiné par Jacques Clément, qui est dans le sillage du duc de Guise. Donc, au fond, même s'il a réussi à se débarrasser du duc de Guise avant, et peu de temps avant, Henri III sera quand même la victime de ce clan. Après, je suis d'accord avec toi, on peut faire une double lecture de la fin d'Henri III. Une lecture
comme tu le dis, d'arroseur arrosé, ou plutôt le méchant de mélodrame qui sera puni. Mais la vérité historique, c'est que le roi Henri III sera quand même assassiné par la mouvance des Guises, par des gens de la mouvance des Guises. Oui, c'est l'expiation expiée, quoi, en quelque Ouais. sorte. Enfin, voilà, c'est un Et ça, double. c'est constant, j'ai envie de dire, cette question de l'expiation, de l'expier, dans le théâtre et dans le roman historique de Dumas. Les personnages historiques qui meurent, hein, ou qui sont parfois punis pour avoir été de méchantes personnes, et en même temps, ça n'empêche pas que le pire advienne, pour les grands de ce monde. Mais alors, bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais la question que je me posais, c'est si dans la mémoire collective, et notamment par le biais de l'iconographie, la mort du duc de Guise n'est pas beaucoup plus présente et représentée que la mort d'Henri III. Alors, il y a quand même plusieurs œuvres qui traitent de la mort d'Henri III sous la Restauration, et des pièces de théâtre. Et puis, il y a les barricades, évidemment, Oui. de Vité, qui traitent de l'assassinat d'Henri III. Et je crois qu'il y a 2 essais qui paraissent en 1825 et 1826 sur la mort d'Henri III. Mais évidemment, la mort d'Henri III est indissociable de la mort du duc de Guise. Et tu as raison sur le fait que le duc de Guise est dans l'esprit des gens de l'époque, parce qu'il incarne une menace contre l'ordre. Donc, c'est une menace qu'il faut éradiquer. Puisque c'est une menace au régime politique en place. Le duc de Guise a voulu être roi de France, pour faire simple. Donc, je crois qu'effectivement, le duc de Guise incarne cet aspect dangerosité qui peut planer sur le pouvoir, mais en même temps, sa mort est indissociable de celle d'Henri III. L'une étant la conséquence de l'autre, et inversement, si j'ose dire. Très bien, merci. Est-ce que je peux intervenir? Je vous en prie. Merci Sylvain de cette remarquable conférence. J'ai 2 petites remarques à faire. Le Annarandum non probandum apparaît chez Dumas en 1838 dans une nouvelle qui s'appelle Maître Adam le Calabrais. Donc, c'est quelque chose effectivement qu'il va répéter tout au long de sa carrière. Elle intervient, il me semble, 6 fois dans l'ensemble de son œuvre. Et ce qui m'a intéressé particulièrement dans ta conférence, c'est Dumas et les œuvres picturales. Moi, je me demande dans quelle mesure, entre 1822 et 1830, la part de déambulation dans les musées faite par Dumas, je me demande s'il n'a pas trouvé aussi son inspiration en déambulant dans les musées qui apparaissait, et puis dans les années 1828, il me semble, l'ouverture de la section Moyen-Âge Renaissance au Louvre. Donc je me demande si finalement toutes ces œuvres n'ont pas inspiré davantage Dumas que la littérature. Voilà. Ouais, je pense qu'on ne peut pas exclure l'une et l'autre. À mon avis, Dumas compulsait, lisait de manière aussi en piochant dans les encyclopédies, etc. Ce n'était pas forcément des lectures suivies de volumes complets, mais c'est certain qu'il piochait en termes de lecteurs. Je suis tout à fait d'accord. Pour avoir écrit moi-même 2 articles sur l'influence de la peinture sur le théâtre romantique et sur les dramaturges romantiques, je suis convaincu qu'effectivement, chez Dumas, l'intérêt pour la peinture, qui est une constante, et les arts visuels, a une influence sur son imaginaire. Et puis, c'est corroboré par le fait que se développe la peinture d'histoire sous la Restauration. Hippolyte de la Roche commence à peindre dans les années 1820, puis sous la monarchie de Juillet, surtout, il va avoir une grande influence sur les représentations théâtrales. J'avais écrit un article sur la manière dont Casimir de la Vigne reprenait le tableau des enfants d'Édouard pour écrire sa propre pièce. Donc, je suis absolument convaincu. Alors, c'est difficile de le prouver, c'est difficile de l'attester par des lettres ou par des documents, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'à partir du moment où il fréquente l'Arsenal, il fréquente des peintres, et des peintres d'histoire, et des gens qui s'intéressent à cette question-là. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. Les déambulations de Dumas dans les musées, son goût pour la peinture, sa curiosité pour la peinture, pour les arts plastiques, ont une influence considérable sur son imaginaire visuel. Et je l'ai dit un petit peu pour Christine. Christine
c'est d'abord, il voit un bas-relief de Félicité de Fauveau en 1827 qui lui est intitulé Moda Delchi suppliant, je ne sais pas quoi, la reine Christine, etc. Je pense que c'est bien la preuve qu'une rencontre artistique engendre chez lui un déclic d'écriture. Un déclic d'écriture. Je crois que c'est une combinaison. Je suis convaincu que c'est une combinaison. Les arts visuels, la peinture et aussi la vulgarisation historique, la découverte de détails qu'il lit dans des anecdotes, etc. Je pense que c'est plusieurs ingrédients qui éveillent sa curiosité. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quant à la formule ad narrandum, ad probandum, évidemment, c'est un élément qui revient souvent, mais ce qui est intéressant, moi, si je citais la lettre de 1869, c'est que à cette date, Thiers et Michelet représentent deux écoles historiques qui s'opposent. Et du coup, là, il y a une prise de parti qui est intéressante. Il y a une prise de position idéologique de la part de Dumas qui est intéressante, qui n'a pas tout à fait le même impact que quand il cite cette formule en 1838. Nous avons une intervention de Marie-Pierre qui dit donc Delacroix a dessiné les costumes d'Amy Robsart de Hugo, adaptés de Walter Scott. Oui, bien sûr, c'est des dessins absolument magnifiques. Amy Robsart, il me semble que c'est 1827, si j'ai bonne mémoire. À cette date, Dumas ne fréquente pas encore les romantiques. Il faut vraiment l'avoir en tête. C'est vraiment 1829, le moment où il intègre le Saint des Saints, le Cénacle et puis l'Arsenal. Mais il y a un dialogue entre les artistes et les dramaturges et les écrivains, c'est évident. Enfin, pour Musset, c'est très net, les échanges qu'il a avec Delacroix, avec les frères Johannot, avec De Veria. Il y a un vrai dialogue et tous ces gens-là se retrouvent chez Charles Nodier à l'Arsenal. Donc, il y a de toute façon une réflexion sur la représentation de l'histoire, que ce soit en peinture ou en littérature. Et cette question, elle agite les débats. Est-ce que je peux faire une remarque? Si tu m'entends, Sylvain, et si vous m'entendez. On t'entend très bien, Julie. C'est une remarque vraiment tout à fait anecdotique par rapport à la richesse de ta conférence, Sylvain, que j'ai trouvée vraiment passionnante, mais je pense que c'est totalement pertinent, bien sûr, de souligner combien chez Dumas, comme chez d'autres, il y a eu en fait tout au long de sa carrière une réflexion très, très approfondie et évolutive aussi en fait sur la bonne façon d'écrire et de représenter l'histoire. Mais par ailleurs, moi, j'ai été assez sensible à ce que tu disais finalement plutôt vers le début de ton propos, c'est-à-dire quand tu soulignais finalement la formidable capacité d'imprégnation de Dumas, que tu as qualifié d'éponge intellectuelle, et tu as dit aussi qu'il intégrait vraiment finalement différents éléments à son paysage mental. Et en fait, ça m'a rappelé un texte du coup que je suis allée voir tout en t'écoutant. C'est un texte de Delphine de Girardin qui paraît dans le journal La Presse mon idole. en 1853 et la mienne aussi. Et en fait, elle revient sur une particularité cognitive de Dumas qui n'est pas anodine au regard de ton propos et de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'effrayante mémoire d'Alexandre Dumas. Elle dit l'effrayante mémoire d'Alexandre Dumas, et je lis juste ce petit passage de ce texte que je trouve assez savoureux. Delphine de Girardin dit de Dumas, sa mémoire est effrayante, son coup d'œil est infaillible. Il sait par cœur tout ce qu'il a lu, il a gardé dans ses yeux toutes les images que sa prunelle a réfléchies, les choses les plus sérieuses de l'histoire, les plus futiles des mémoires les plus anciens, il les a retenues. Il parle familièrement des mœurs de tous les âges et de tous les pays. Il sait le nom de toutes les armes, de tous les vêtements, de tous les meubles que l'on a fait depuis la création du monde, de tous les plats qu'on a mangés, etc. Donc, voilà, je trouve que je pense que ça tient aussi à cette spécificité, presque cette monstruosité, je veux dire, cognitive, cette espèce d'hypermnésie aussi de Dumas. Ce texte est génial. Puis d'abord, merci Julie d'être là et puis de citer Delphine de Girardin. On est plusieurs à l'aimer énormément. C'est une femme de lettres qui mériterait d'avoir une place plus grande dans nos études. On parle beaucoup de George Sand, c'est normal, à juste titre, mais Delphine de Girardin a une classe intellectuelle, pour moi, hors du commun. Bref, ça, c'est une parenthèse. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a une hypermnésie chez Dumas. Il y a une hypermnésie, je pense qu'il avait cette qualité-là, c'est qu'il se souvient de détails
invraisemblable. Et l'histoire des recettes de cuisine et des meubles, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a un détail, il y a un sens du détail qui fait que quand un écrivain, enfin, j'ai déjà discuté avec des romanciers qui écrivent des romans, etc., qui veulent décrire tel ou tel paysage ou tel décor. On n'a pas tout en tête, il faut faire quelques recherches quand même, mais je pense que chez Dumas, il y a une capacité d'absorption qui est un don intellectuel, qui fait que il peut restituer des grands pans de l'histoire. Il a aussi une mémoire onomastique invraisemblable. Et ça se voit on le voit dans ses récits de voyage et dans sa correspondance. Mais ouais, la mémoire d'Alexandre Dumas, c'est ses atouts. Moi, ça me fait très plaisir de voir tous mes amis dumasiens présents, ça me touche beaucoup, et puis des amis non dumasiens aussi, il y a des noms que je ne connais pas, mais c'est vraiment agréable, surtout en ces temps difficiles. Et j'ai envie de dire, en 1832, Alexandre Dumas, il s'en est sorti de l'épidémie de choléra. Donc nous, on va s'en sortir aussi. Il a été malade en 1832, il a eu une atteinte colérique, enfin il le raconte dans ses mémoires, et il s'en est sorti. Ce n'est pas le cas du père d'Alfred de Musset qui en est mort, mais enfin, Alexandre Dumas, lui, il a survécu au choléra. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais clore cette rencontre en vous donnant quelques informations. Notamment donc pour les Dumasiens, les prochains rendez-vous de notre festival. Donc le 13 avril à 10h, nous recevons Agnès Maupré, donc illustratrice BDiste qui avait donc publié Milady, donc une relecture des Trois Mousquetaires via le personnage Milady de Winter, et Bertrand Puard, romancier, scénariste et auteur jeunesse, qui a notamment publié chez Hachette Alexandre l'intrépide Dumas, un petit roman jeunesse tout à fait fascinant. Et donc une table ronde qui s'intéresse à la réécriture et à la recréation de l'œuvre de Dumas et sa réception aujourd'hui. Également donc le 18 avril, Dumas pour tous, tous pour Dumas. Donc nous retrouvons Claude Chope et Julien Selmini pour nous présenter le dernier cahier Dumas, donc qui s'intitule justement Dumas pour tous, tous pour Dumas, pour commémorer les 150 ans de la mort d'Alexandre Dumas. Et aussi, je note le 7 avril la rencontre avec une éditrice, Dominique Brisson, qui a publié fin 2020 tout sur Alexandre Dumas ou presque, dans une collection qui avait été inaugurée il y a, je crois, en 2018 avec Jean de La Fontaine. Voilà, et qui continue à publier autour des écrivains du sud de l'Aisne. Pour les festivaliers qui souhaitent continuer l'aventure avec nous, je vous propose donc un prochain rendez-vous autour de Marceline Desbordes-Valmore et Marguerite Yourcenar, le 31 mars à 14h, une table ronde qui s'intitule « Réception et postérité littéraire de deux femmes libres ». Voilà. Merci à vous. Merci Nicolas. Et je vous dis à très bientôt.